Dans les années 2000, un jeune de 20 ans, il avait moins de testostérone qu'un homme de 60 ans dans les années 80. Et moi, je pense en plus qu'elle s'accélère, cette décroissance. Aujourd'hui, c'est l'ère du plastique. Oui. Depuis les années 50, la production de plastique a été multipliée par plus de 250. La structure moléculaire du plastique, elle est très proche des hormones féminines. Et du coup, ces molécules, quand elles sont dans ton corps, elles vont se fixer sur les récepteurs aux oestrogènes et perturber ton système hormonal. Tu vois, une réduction à seulement 5 heures de sommeil en une semaine, ça fait chuter ta testo de 15% et c'est l'équivalent de vieillir de 15 ans hormonalement. Le fait d'être dans la norme, ça veut pas dire grand-chose, ça veut pas dire que t'es en bonne santé. Est-ce qu'on peut la remonter? Oui, bien sûr. Salut Bastien. Salut Max. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans notre podcast. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et puis expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens, qu'on amène le sujet du jour passionnant que j'avais hâte de discuter avec toi. Ouais. Moi, je suis actuellement coach en santé masculine. Oui. Donc, ça fait quelques années maintenant que je fais ça. J'accompagne des hommes qui veulent reprendre soin de leur santé. C'est aussi des hommes qui parfois veulent améliorer leur performance, que ce soit au travail, dans leur pratique sportive, ou j'accompagne aussi parfois des papas qui ont du mal à gérer un petit peu tout ça. Et à la base, en fait, moi, je suis docteur en neurosciences. Oui. Donc, j'ai quand même une approche assez scientifique. J'ai travaillé 5 ans en enseignement et en recherche en neurosciences cognitives sur la plasticité du cerveau, le lien entre l'expérience auditive, donc en gros l'influence de la langue maternelle, mais aussi l'influence d'une pratique musicale par exemple, ou encore le fait d'avoir des troubles au niveau de l'audition. Ouais. Et je voyais un petit peu comment ça se passait au niveau du cerveau, comment il s'adaptait en fait à ces différentes expériences, que ce soit des expériences positives ou plutôt négatives. Okay. Et voilà. Et puis après, j'ai complètement changé de voie. Et comment on passe de chercheur en neurosciences à coach en santé masculine? C'est une très bonne question. J'ai un parcours assez chaotique, et même avant ça. Mais en fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est que pendant ma carrière de chercheur, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Parce que j'ai réalisé que je manquais de satisfaction dans mon travail. J'arrivais pas en fait à avoir l'impact qu'avaient mes recherches sur le monde réel, sur la vie des gens. Oui, c'est souvent le cas quand on fait de la recherche académique. Exactement, parce que c'est très fondamental, c'est très éloigné du monde réel. On travaille sur des petits mécanismes du cerveau. Et du coup, j'avais du mal à voir l'impact que ça pouvait avoir. Et je trouvais ça hyper frustrant. Parce qu'en plus, quand tu te lances dans la recherche, tu veux aider le monde, tu veux améliorer le monde d'une manière générale. Oui. Du coup, je voulais chercher quelque chose de plus concret où je pouvais accompagner les gens, où je pouvais les aider directement. Et aussi, c'est en parallèle en fait de mon doctorat et de ma carrière de chercheur, je me suis intéressé et passionné par la santé et la santé holistique. Oui. Pour des raisons personnelles, parce que j'avais des petits problèmes de santé que j'ai voulu résoudre. Et progressivement, j'ai élargi un petit peu mes champs de connaissances, j'ai intégré d'autres outils. Tu vois, je commençais par la nutrition, l'entraînement, un petit peu comme tout le monde. Oui. Et après, petit à petit, j'ai intégré d'autres outils comme la méditation, la respiration. Je me suis intéressé à la complémentation, les plantes médicinales. Et voilà. Et puis avec une approche forcément un petit peu plus orientée santé masculine parce que je suis un homme. Donc, je cherchais des solutions pour moi. Alors, j'étais un petit peu skinny fat, je manquais de confiance en moi, etc. Ça a bien changé, hein. Ça a bien changé. Ça a bien changé depuis. Skinny fat, j'aurais pas dit, hein. C'était il y a longtemps déjà. Okay, tu vois, j'avais 26 ans quand j'ai commencé. Okay. J'en ai 38, donc ça fait plus de 10 ans. Ouais. Et voilà. Et puis après, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul homme qui avait ces soucis-là. Oui. Dans mon entourage, j'en voyais. Et aussi, après, je suis tombé sur une étude dans mes recherches, qui est une étude de Travison de 2007, en fait, qui montre une chute drastique des niveaux de testostérone au fur et à mesure des années, qui est indépendante de l'âge. Donc voilà, je me suis dit, en fait, c'est pas quelque chose qui me concerne que moi, c'est vraiment global. Et j'ai essayé de comprendre un petit peu ça et de trouver des solutions. Et maintenant, j'accompagne des hommes pour... Sur ces sujets-là. Sur ces sujets-là, Ok, hyper intéressant. T'as créé le code primal. Oui. Ouais. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, le code primal, en fait, c'est un peu un cadre de lecture que j'ai créé pour... en fait, sur lequel repose tout mon travail, que ce soit mon travail d'accompagnement ou de vulgarisation que je fais sur les réseaux. Ouais. Et c'est une méthode et un cadre que j'ai basé à partir d'un concept qu'on appelle la discordance évolutive. Oui. Donc la discordance évolutive, en fait, c'est un concept qui a été amené par des scientifiques dans les années 80. Ouais. Tu as le Dr Boyd Eaton qui en a parlé pas mal. En fait, l'idée derrière, c'est qu'il existe un décalage énorme entre notre biologie qui est ancestrale, parce qu'on a un ADN qui n'a quasiment pas évolué depuis les premiers Homo sapiens sapiens il y a 300 000 ans. Et notre mode de vie moderne et notre environnement, eux, ils ont radicalement changé en quelques décennies, voire centaines d'années. Oui.
Et du coup, ça crée une discordance entre notre biologie et notre mode de vie, notre environnement moderne. Cette discordance-là, elle est, selon moi et selon ces chercheurs, à l'origine de nombreux maux dans le souffle moderne aujourd'hui. Donc fatigue chronique, stress chronique, prise de poids, voilà. Tous ces problèmes qui sont liés un peu, même les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives. Donc moi, l'idée dans mon travail, c'est en fait de corriger ce désalignement avec des solutions qui sont moderne, adapté à notre vie actuelle. Parce que bon, l'idée, c'est pas d'aller vivre dans une grotte et d'aller chasser son gibier. C'est de trouver des solutions aujourd'hui avec notre emploi du temps chargé, avec des enfants. De personnaliser l'approche à ton contexte à toi, dans un contexte moderne où en fait, tu ne pourras pas changer, aller vivre dans une cabane en bois. Voilà, c'est pas possible. Il y a 80% des gens qui vivent en ville, je vais pas leur demander d'aller faire marcher 20 000 pas en pleine nature tous les jours, tu vois, c'est pas possible. Ok, hyper intéressant. Bon, on va parler un peu de tout ça, parce que j'ai plein de questions. Je voulais qu'on commence par, tu as dit une chose, j'ai découvert que en fait, la testostérone, indépendamment de l'âge, baissait au fur et à mesure de ta vie. Est-ce qu'on peut juste repartir de... C'est quoi la testostérone ? On sait quasiment tous que la testo, c'est l'hormone masculine par excellence, c'est ce qui donne l'attrait sexuel, le drive, etc. etc. Comment on définit la testo ? À quoi elle sert exactement ? Parce que je pense qu'elle sert à beaucoup plus de choses que ça. Ouais, c'est ça. Il y a un côté un petit peu caricatural sur la testo, malheureusement. Mais la testo, oui, c'est l'hormone masculine par excellence. Bien sûr, ça va jouer sur la prise de muscle, sur la perte de gras, sur la libido, sur les érections. Mais en fait, c'est bien plus large que ça. C'est une hormone qui va avoir une action systémique, c'est-à-dire dans tout le corps, au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'esprit, au niveau même de la cognition, au niveau des émotions. On sait que le fait d'avoir des bons niveaux de testostérone, ça va permettre d'avoir une humeur qui va être mieux régulée. Ça va éviter d'avoir l'humeur qui fait les montagnes russes tout au long de la journée. Ça va nous permettre aussi d'être moins irritable, d'être moins sensible au stress. Ça va nous donner, comme tu l'as dit, du drive, de la motivation à avancer sur nos projets. C'est une hormone qui aussi va nous donner confiance en nous. Et après, au niveau du corps, il y a d'autres effets qu'on connaît un petit peu moins, comme son effet positif sur la densité osseuse. Après, il y a les érections, la libido. Donc voilà, c'est une hormone plus large que ce qu'on pense. Ok. La première question, c'est pourquoi les niveaux baissent ? Tu vois, pourquoi les niveaux baissent avec l'âge et ou l'impact de l'environnement ? C'est quoi les marqueurs qui ont un impact sur notre testostérone aujourd'hui ? En fait, effectivement, tu as une décroissance des niveaux de testostérone qui sont liés à l'âge, qui sont, on va dire, naturels. On dit qu'en moyenne, il y a une décroissance de 1 à 2% par an à partir de l'âge de 30 ans. Donc ça, c'est presque inévitable, mais encore, je dirais qu'on a une petite marge sur laquelle on peut jouer là-dessus, parce que cette décroissance-là, je pense sincèrement qu'elle peut être ralentie grâce au mode de vie. Donc, deuxième point, c'est qu'on sait, d'après l'étude que j'ai citée juste avant, l'étude de Travis de 2007, qu'il y a vraiment une décroissance qui est indépendante de l'âge. En fait, dans cette étude, ils ont comparé, en gros, les niveaux moyens de testostérone des hommes au même âge, mais à différentes époques, dans les années 80, 90 et 2000. Et là, ce qu'ils ont vu, ils ont vu une décroissance de 1,6% par an en moyenne depuis les années 80. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les années 2000, un jeune de 20 ans, il avait moins de testostérone qu'un homme de 60 ans dans les années 80. Et cette décroissance, elle continue. Donc là, les données s'arrêtent aux années 2000. On est en 2026. On peut supposer que dans le meilleur des cas, elle décroît à la même vitesse. Mais moi, je pense en plus qu'elle s'accélère, cette décroissance. Mais c'est quoi l'impact concret donc ce que tu disais là, des hommes de 20 ans qui ont une testostérone d'un homme de 60 ans. Ça veut dire quoi pour... T'es un homme de 20 ans, t'as une testo déjà hyper basse. D'un homme de 60 ans, ça veut dire quoi pour toi quand t'auras 40 ou 60 ans ? C'est quoi les risques, entre guillemets, et qu'est-ce que ça va générer chez toi ? Alors le risque, on va dire le plus dramatique, c'est que tu passes vraiment à un niveau qui soit pathologique, c'est-à-dire en dessous des normes. Comment ça se traduit au niveau des symptômes ? Ça va être tous les symptômes liés à un manque de testostérone, c'est-à-dire tu vas avoir du mal à prendre du muscle, tu vas avoir du mal à perdre du gras, ça va impacter ton métabolisme, ça va impacter ta confiance en toi, tu vas être beaucoup plus irritable, beaucoup plus sensible aux petits tracas du quotidien, ça peut même t'impacter au niveau de la cognition, c'est-à-dire que tu vas avoir plus de brouillard mental, tu vas avoir moins de motivation, moins d'élan à faire les choses qui te plaisaient avant. Et après, bien sûr, tout ce qui va être santé sexuelle, dès l'âge de 20 ans, si tu as des niveaux bas, tu peux avoir des troubles sexuels, tu peux avoir du mal à avoir des érections, à les maintenir.
manque de libido aussi. Donc, ça peut t'impacter vraiment à plein niveau. Cette testostérone, elle baisse. Tu disais l'environnement dans lequel on vit, l'environnement moderne. Mais c'est quoi concrètement qui a un impact? Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on identifie comme les principaux marqueurs qui ont un impact sur la testostérone des hommes aujourd'hui? En fait, c'est multifactoriel. Donc, tu as, je dirais, un des facteurs majeurs, c'est la composition corporelle. En fait, on a de plus en plus de gens qui sont obèses aujourd'hui, malheureusement. Bon, surtout aux États-Unis, mais ça commence beaucoup à arriver en France aussi. Et la composition corporelle joue un rôle énorme dans l'équilibre hormonal. En fait, plus tu as de gras, plus tu vas avoir une enzyme qu'on appelle l'aromatase qui va convertir la testostérone en oestrogène. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux parce que moins tu as de testo, plus tu vas avoir du mal à prendre du muscle, à perdre du gras. Tu as le manque d'activité physique. Aujourd'hui, on est tous sédentaires, on est tous assis. Enfin, la majorité des gens sont assis devant l'ordinateur pendant 7 à 8 heures. On prend les transports en commun, les voitures, on prend l'escalator, on prend l'ascenseur. Donc il y a vraiment ce manque d'activité physique d'une manière globale qui va nous impacter sur la santé métabolique, sur la composition corporelle. Tu as aussi le stress chronique. Aujourd'hui, la plupart des gens ils sont stressés chroniquement par plein de choses. Ça peut être le boulot, ça peut être la famille, même les réseaux, les infos, tout ça. Il y a aussi la nutrition. On mange beaucoup plus de produits transformés, de malbouffe. Et ça, malheureusement, ça apporte pas les nutriments essentiels pour une bonne santé, une bonne vitalité. Et en plus, il y a certains aliments qui vont être vraiment néfastes, comme le sucre, par exemple, très raffiné, l'alcool, excès d'alcool. Et puis après, il y a tout ce qui va toucher l'environnement. Donc l'environnement, ça va être toutes les sources de pollution qu'on a dans notre environnement moderne. Donc tu as le plastique en particulier, parce que le plastique, les microplastiques ont un impact sur ta testostérone. Voilà, c'est ça. C'est, en gros, aujourd'hui, c'est l'ère du plastique. Depuis les années 50, la production de plastique a été multipliée par plus de 250. Donc, ce plastique il se dégrade, ça va créer des microparticules, voire des nanoparticules, qu'on va ingérer, inhaler, et qu'on va retrouver un petit peu partout, malheureusement, aujourd'hui. Donc, tu as les films alimentaires, pour conserver les tupperwares en plastique, les barquettes qu'on va faire réchauffer au micro-ondes. Et ça va accélérer en plus la dégradation des plastiques qui vont contaminer les aliments que tu manges. Tu as aussi tout ce qui est cosmétique, les parfums, les crèmes qui contiennent du parabène, des phtalates qui vont perturber tes hormones. Et après, tu as l'eau, l'air. En fait, il y a plein de sources de pollution. Et le problème, c'est pas juste de boire dans une bouteille en plastique, c'est vraiment l'effet cocktail en fait, de toutes ces sources et sur le long terme. Et c'est ça qui va te faire dépasser des niveaux que ton corps il peut pas gérer. Et pourquoi tu as un impact des microplastiques? C'est que en fait, la structure moléculaire du plastique, elle est très proche des hormones féminines. On appelle ça des xénoœstrogènes. Parce que c'est étranger, ça vient de l'extérieur. Œstrogène, hormone féminisante. Et du coup, ces molécules, quand elles sont dans ton corps, elles vont se fixer sur les récepteurs aux œstrogènes et perturber ton système hormonal. Donc ça peut diminuer ta testostérone, ça peut créer des symptômes liés à un excès d'œstrogène aussi. C'est hyper intéressant parce que donc, le microplastique va simuler l'hormone féminine et donc du coup ton corps va l'interpréter avec une augmentation d'œstrogène. Il ne va pas forcément l'interpréter en augmentant l'œstrogène, mais en fait il va jouer le rôle de l'œstrogène. Il va se fixer sur les mêmes récepteurs. Du coup, la question qu'on a tous envie de se poser, c'est parce que tu disais, on peut jouer quand même sur la testostérone, une testostérone basse. Est-ce qu'on peut la remonter déjà? Oui, bien sûr. Mais est-ce que avant même d'arriver à la remonter, on ne doit pas enlever ce qui bloque du coup finalement? Ouais, en fait, c'est ça. En fait, souvent, quand on s'intéresse à la testostérone, on va tout de suite se tourner vers ce qu'on appelle les boosters de testostérone, quelque chose qui va, entre guillemets, forcer le corps à produire de la testostérone. Alors, on va voir déjà, c'est pas tellement le cas, mais l'idée, c'est vraiment, comme tu le dis, d'enlever les freins, d'enlever déjà ce qui bloque la production naturelle. Donc, ça va être tout simplement se remettre à bouger, si on est sédentaire. En particulier, l'activité physique qui va permettre le développement de la masse musculaire, parce que ça va entretenir une bonne santé métabolique, qui, elle, permet aussi de maintenir une bonne testostérone, parce qu'en fait, il y a une relation bidirectionnelle entre la santé métabolique et la testostérone. Ça va être le fait aussi d'apprendre à gérer son stress de différentes manières. Tu as les techniques de respiration, la méditation aussi, par exemple. Ça va être aussi adopter une alimentation qui va soutenir la production de testostérone, donc apporter les briques de base essentielles, comme le cholestérol en particulier. Ça va être aussi les cofacteurs qui vont participer à sa synthèse, le zinc, la vitamine D, et puis une alimentation qui est dite hypo ou anti-inflammatoire. Parce que les aliments aujourd'hui qui sont ultra transformés génèrent beaucoup d'inflammation. Et la testostérone, c'est une hormone qui est très sensible à l'inflammation, au stress oxydatif.
Okay. Donc, l'idée, c'est d'apporter des aliments qui ne génèrent pas d'inflammation, ou très peu, voire même qui sont anti-inflammatoires, comme les oméga 3 par exemple, qui sont vraiment connus pour leur effet anti-inflammatoire. Oui, ok. C'est quoi les symptômes? Moi, je suis un homme et comment je me dis, ok, j'ai un problème de testostérone. Comment tu reconnais, c'est quoi les signes qu'on doit surveiller? Parce que tu parlais de baisse de libido, de fatigue. Bon, ça peut être lié à plein de choses. Ouais, exactement. En réalité. Ouais, en fait, c'est exactement ce que tu as dit. En fait, le problème, c'est que tu as plein de symptômes liés à une baisse de testostérone qui ne sont pas forcément liés à une baisse de testostérone. Ça peut être par exemple lié à une hypothyroïdie. On a des symptômes très similaires entre les deux. Ou alors même un manque de fer, tu peux avoir de la fatigue chronique, tu peux avoir. Voilà. Donc, mais par contre, il y a des symptômes qui sont un petit peu plus spécifique à un manque de testostérone, notamment tous ceux qui vont être liés à la santé sexuelle. Si tu commences à avoir plus envie, tu n'as plus de libido, tu n'as plus de désir, déjà c'est un premier symptôme. Des troubles de l'érection, donc difficulté à avoir et à maintenir des érections. Et en particulier, je dirais, les érections nocturnes et matinales qui... en fait, sont en partie liées aux androgènes, donc aux hormones masculines, testostérone et son dérivé, la dihydrotestostérone. Quand tu commences à avoir ces symptômes-là, c'est déjà un signe qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau de la testostérone. Et surtout, si ça perdure dans le temps. Ça, c'est important, c'est que si ça dure pendant 2 semaines, voilà, on a tous peut-être des moments où on est un petit peu fatigué parce qu'on a eu plus de charge mentale ou même du stress, etc. Mais c'est vraiment le fait que ça dure dans le temps, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, il faut commencer à se poser la question, si je ne dois pas faire un bilan pour évaluer ma testostérone et peut-être même ce qu'il y a autour pour voir si ça vient pas d'autre part, quoi. Du coup, c'est marrant parce que tu arrives sur, sur une de mes questions. Tu disais se tester pour faire un bilan. Qu'est-ce qu'on regarde dans un bilan? On peut regarder plein de choses. L'erreur, en fait, c'est de regarder juste la testostérone globale. La totale. Ça va pas donner grand-chose. C'est bien, mais tu vas pas vraiment savoir s'il y a un problème derrière. Parce qu'en général, quand on se fait tester, soit c'est un test de routine pour voir un petit peu où on en est, soit c'est déjà qu'on a des symptômes, donc on essaie de savoir d'où ça vient. La testo globale, si tu as une bonne testo, mais que tu as des symptômes, il faut aller chercher d'où ça vient. Ça veut dire que ça vient pas forcément de la testo globale. Ton corps, il produit bien de la testo. Maintenant, tu as 3 types de... La testo, elle est sous 3 formes. Tu as la testo qui est liée à une protéine qu'on appelle la SHBG. La SHBG, en fait, elle va rendre inactive la testostérone. C'est un peu une protéine qui va l'aider à se déplacer dans le corps, mais qui la rend inactive. Donc, tu as 60% de la testo qui est sous cette forme-là. Ensuite, on a 38% qui est faiblement liée à une protéine qu'on appelle l'albumine. Donc, ça veut dire que là, c'est une réserve qui peut être facilement utilisable. La testo, elle peut se détacher facilement et agir. Et après, tu as à peu près 1-2% de testostérone libre, celle qui est vraiment active, qui va pouvoir se fixer sur les récepteurs et déclencher toute une cascade de réactions qui vont être à l'origine de ces effets sur le corps. Donc déjà, l'idée, c'est de mesurer testo global, testo libre, SHBG, pour savoir un petit peu où on en est à ce niveau-là. Si on n'a pas un problème de conversion, de transport. Voilà, de transport ou de forme active de testostérone. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'élargir un petit peu notre point de vue pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui sont mises en jeu. Si on a un excès d'œstradiol, donc les hormones féminines, s'il faut un équilibre juste entre les deux. Et après, tu peux remonter encore plus loin pour voir un petit peu ce qui pilote ou ce qui va moduler la production de testostérone. Donc, tu as les hormones qui sont sécrétées au niveau du cerveau, la LH, la FSH, qui vont commander, si tu veux, au niveau des testicules, la production. Donc, si par exemple, tu vois que tu as tout qui est OK au niveau des testicules, mais que tu as quand même des symptômes, ça va peut-être au niveau du cerveau. Ça peut venir aussi de ta thyroïde. Donc, mesurer la TSH, T3, T4, ça peut être intéressant. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux avoir des symptômes d'un manque de testo, mais en fait, c'est lié à une hypothyroïdie, parce que ta thyroïde fonctionne au ralenti. Donc, tu vas être fatigué, tu vas avoir un manque de pilosité, tu vas avoir du mal à prendre du muscle, tu vas accumuler du gras au niveau du bas du ventre. Et du coup, en fait, l'origine, elle serait là. Tu vois. Donc, ça te permet en fait de cibler un petit peu mieux. Et puis après, il y a tout ce qui va être santé métabolique, insuline, l'hémoglobine glyquée, qui est une meilleure représentation de ton taux de sucre dans le sang dans les 3 derniers mois. Et ça te donne une idée de comment ton corps utilise le glucose. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a une relation bidirectionnelle entre les deux. Tu vois. En gros, plus tu as de résistance à l'insuline, plus tu vas avoir du mal à utiliser le glucose, plus il va être stocké sous forme de gras, plus tu vas avoir d'aromatase qui va convertir la testostérone en oestrogène, donc plus ta testo est basse, et c'est un cercle vicieux.
Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et pour finir, je dirais les derniers points qui peuvent être aussi importants, c'est tout ce qui va être carence nutritionnelle. Donc tout ce qui va être nécessaire à la production de testostérone, les briques de base, donc un bilan lipidique avec le cholestérol par exemple, le zinc, la vitamine D. Et le fer, la ferritine, ça peut être intéressant justement pour éviter, éliminer une piste, parce que des fois, un simple manque de fer peut expliquer certains symptômes qui sont proches d'un manque de testostérone. Ok. Trop intéressant. Du coup, à partir de quand, enfin, tu vois, toi, tu regardes un peu les gens que tu coaches, tu les envoies faire des bilans et tu regardes un peu leur taux de testostérone. Ouais, en fait, l'idée, c'est d'intégrer ça un petit peu dans une routine où on va, au moment où on commence le coaching, faire un premier bilan pour voir où ils en sont. Si surtout on a des symptômes qui nous poussent à penser qu'il y a des déficits et des choses comme ça. Bien sûr. Donc, faire un premier bilan pour voir où ils en sont, un panel assez large, comme je l'ai expliqué. Et en fait, ça va nous aider justement à adapter l'accompagnement au mieux. À savoir vraiment d'où le problème il vient. Si je dois l'aider, par exemple, à soutenir sa thyroïde parce qu'il a peut-être un début d'hyperthyroïdie, si on doit agir plutôt sur le stress, si on doit plutôt agir directement sur la composition corporelle, voilà, et adapter mon accompagnement à différents niveaux. Et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire un deuxième bilan à la fin pour voir comment les valeurs qu'on a mesurées au départ, elles ont évolué avec l'accompagnement. C'est marrant parce que chez Lucie, c'est exactement ce qu'on fait, tu vois. Nous, notre approche, c'est de tester de manière compréhensive et de te donner une image de ton état de santé à un instant T. Et effectivement, tous les marqueurs dont tu parlais, on les a. Et c'est vrai que nous, on recommande énormément de tester pour être objectif sur ta situation, quoi, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que tu peux vraiment comprendre. Tu peux essayer d'interpréter les ressentis que tu peux avoir sur ta fatigue, sur ta prise de poids. Évidemment, peut-être que ça peut un peu se comprendre. Tu te dis, bon, ok, il y a un sujet de testostérone parce qu'il y a un sujet de prise de poids et de fatigue, etc. Mais à la fin de la journée, il faut l'objectiver avec des données. Et donc c'est à ça qu'on sert, quoi. Exactement. Non, c'est très utile. Franchement, les mesures subjectives sont hyper intéressantes. Il ne faut pas les écarter, mais les mesures objectives, elles nous apportent vraiment un éclairage sur la cause de la cause et peut-être après travailler sur la cause de la cause de la cause. Ouais, exactement. Est-ce que tu fais la différence entre niveau normaux et niveau optimum Ouais. En fait, le fait d'être dans la norme, ça veut pas dire grand-chose, ça veut pas dire que tu es en bonne santé. Selon moi, en tout cas. En gros, les normes, il faut comprendre comment elles ont été établies. Oui. Elles ont été mesurées sur un grand groupe de personnes, des milliers d'hommes. On a fait une moyenne et puis on a pris 95% du milieu. Donc les 5% qui avaient le plus haut niveau, on a mis une limite, on a dit ça c'est trop, et les 5% qui avaient le plus faible niveau testostérone, on a dit ça c'est pathologique, ils n'ont pas assez de testostérone. Et on a dit si t'es au milieu c'est ok. Le problème avec ça c'est qu'on a fait cette mesure-là sur la population moyenne, et aujourd'hui la plupart des gens ils n'ont pas une bonne santé. C'est pas une population qui est pleine de vitalité, qui fait attention à sa santé, etc. Donc si on se contente d'être dans la norme, c'est une norme qui est plutôt médiocre, je dirais. Si on cherche la pleine vitalité, parce que nous on veut pas juste ne pas être en mauvaise santé, on veut atteindre la pleine vitalité. Tout à fait. On veut être avec plein de ressources cognitives, physiques, etc. Parce que notre mode de vie il est de plus en plus demandant. Donc l'idée c'est d'atteindre une plage au niveau de la testostérone qui va nous apporter plus de bénéfices. Et il n'y a pas de consensus exact sur les valeurs, mais d'une manière générale, c'est se situer dans le tiers supérieur de l'intervalle normal de la testostérone. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut exploser le niveau de testostérone et aller au-delà, parce que ça peut être pathologique aussi. L'idée, c'est vraiment d'être dans le tiers supérieur normal. Maintenant, un petit point que je voulais rajouter là-dessus, c'est que c'est pas, le chiffre, ce n'est pas une recherche absolue en soi. Il faut que ce soit corrélé avec les symptômes, avec les ressentis. Tu peux très bien avoir des hauts niveaux de testostérone mais te sentir mal, tu vois, et avoir des niveaux moyens mais te sentir super. Donc le principal, c'est que toi, tu te sentes bien, que tu ne sois pas dans un niveau pathologique au niveau des mesures, quoi. Ok. Du coup, on a envie de savoir comment on fait pour... ok, je vais faire un test. Je découvre que j'ai une testostérone basse ou, tu vois, trop basse pour mon âge. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les leviers naturels sur lesquels je peux aller appuyer pour essayer de rehausser ma testostérone? Alors, il y en a plein et en fait, ça va dépendre de chacun, je dirais. Moi, tu vois, quand je commence mon coaching avec mes clients, il y a toujours une phase où je vais leur poser tout un tas de questions pour connaître leur mode de vie. Et ça va m'aider justement à cibler les piliers sur lesquels on va jouer en priorité, ceux qui vont nous apporter le plus de résultats rapidement. C'est un petit peu la loi de Pareto appliquée à la santé. On va mettre les efforts là où on aura le plus de résultats. Pour certains, ça va être le sommeil, parce que la plupart du temps, c'est le sommeil, c'est la récupération, parce que c'est pendant le sommeil qu'on va se régénérer au niveau des hormones, au niveau des neurotransmetteurs. Ça va jouer sur plein de choses. Il y a même une étude qui montre que, tu vois, une réduction à seulement 5 heures de sommeil en une semaine, ça fait chuter ta testo de 15%, et c'est l'équivalent de vieillir de 15 ans hormonalement.
Wow. Tu vois, donc c'est assez conséquent. Donc, Une semaine. En une seule semaine, tu vieillis de 15 ans. Je crois qu'il y a une stat aussi sur l'augmentation de ton insuline et ta glycémie à jeun, où en fait je crois que c'est pareil, il y a une énorme augmentation. À 5 heures par nuit pendant une semaine, je crois que tu augmentes, j'ai plus le pourcentage exact, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est assez faramineux, quoi. Donc c'est ce que tu disais, il y a une corrélation entre les deux. C'est ça, l'un sur l'autre. Okay. Et donc le sommeil, c'est un des piliers majeurs. Après, ça ne veut pas dire que c'est sur lequel les gens doivent travailler en premier. Il y en a un autre aussi qui va avoir un impact majeur, c'est la composition corporelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, plus tu as de gras, plus ta testo elle va chuter. Et donc si tu le perds, elle remonte? Oui, c'est ça. En fait, si tu perds ta masse graisseuse, elle va remonter naturellement. Donc, tu as intérêt à essayer de perdre ta masse graisseuse. Voilà, c'est ça. Moi, selon les profils, tu vois, si par exemple, j'ai affaire à un homme qui a beaucoup de masse graisseuse, la priorité, ça va être surtout de perdre cette masse graisseuse. Parce que ça va ramener naturellement ses niveaux de testostérone à un niveau normal, peut-être même optimal, et construire du muscle en parallèle, parce que ça va améliorer sa santé métabolique, l'utilisation du glucose. Voilà, donc c'est vraiment... essayer de casser ce cercle vicieux de gras, mauvaise santé métabolique, chute de testo. On prend de la masse musculaire, on perd du gras, et là, on casse le cercle vicieux pour rentrer dans un cercle vertueux, quoi. Après, il y a d'autres outils. Je pourrais les citer, mais il y a la gestion du stress. Après, il y a aussi la nutrition, évidemment. Si je vois que la nutrition est déséquilibrée. Comment tu gères la gestion du stress? C'est quoi les outils pour aider les gens à gérer leur stress? Pour moi, l'outil le plus efficace, c'est la respiration. Parce que la respiration, c'est la première porte d'entrée et qui est une porte d'entrée volontaire sur le système nerveux autonome. En fait, la respiration, c'est ce qui nous permet d'agir volontairement sur le système nerveux autonome et c'est la seule manière de le faire. Le système nerveux autonome, c'est, en gros, il est divisé en deux groupes. Il y a le système nerveux parasympathique, il est à la relaxation, à la détente. Et le système nerveux sympathique, lui, est lié à l'action, au stress. Et du coup, en jouant sur la respiration, sur les phases d'inspiration et d'expiration, tu vas favoriser l'un ou l'autre. Donc l'idée, c'est de faire des respirations qui vont accentuer le système nerveux, l'activation du système nerveux parasympathique, donc des expirations plus longues par exemple. Il y a la cohérence cardiaque qui est très connue aussi pour ça, très documentée scientifiquement. En plus, c'est super simple à faire, tout le monde peut le faire et ça prend 5 minutes à le faire le matin, tu peux le faire plusieurs fois dans la journée. Et c'est un effet en plus qui est durable, la cohérence cardiaque, tu le fais. Tu as un effet qui dure 3-4 heures. Tu le refais dans la journée si tu es très, très stressé. Donc ça, c'est un outil très, très simple. Une autre façon aussi de le faire, c'est d'intégrer des micro-coupures dans la journée. Parce que moi, je travaille avec des hommes qui sont souvent à fond toute la journée, quoi. Ils n'ont pas de moment de pause. C'est tout le temps on, action, action, action. Parce qu'ils gèrent plein de trucs. Ils ont peut-être 1, 2, 3 business. Ils ont des enfants. Ils ont une activité physique. Ils veulent même faire de la compétition et des choses comme ça. Et en fait, ils ne prennent pas le temps entre deux moments de prendre juste 2 minutes, 2-3 minutes, des fois ça suffit pour faire redescendre le système nerveux, se calmer et pas être tout le temps en mode sympathique toute la journée, ce qui va te drainer en fait, tu vois. Complètement. Donc voilà, j'agis plutôt sur les capacités de récupération plutôt que sur la source du stress avec ce type de personnalité-là. Parce que c'est des gars qui ne veulent pas lever le pied. L'idéal, ce serait qu'ils lèvent le pied. Oui, mais tu dois t'adapter alors. Voilà, je m'adapte. Si ça ne marche pas, voilà. C'est ça. Bien sûr. C'est comme tu ne vas pas demander à une personne de ne plus boire d'alcool alors qu'elle en consomme tous les jours. Par exemple, elle te dit qu'elle en consomme tous les jours. Nous, dans nos recommandations, on ne fait pas ça, quoi. On s'adapte, on va donner des conseils sur comment mieux consommer l'alcool, un petit peu diminuer la consommation, remplacer par des techniques, etc. Mais tu ne vas jamais dire à une personne de passer de 1 à 0, quoi. Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut s'adapter à chaque personne. Exactement. Et sur l'alimentation, du coup, tu as des conseils là-dessus. Au-delà de, tu as une alimentation pour perdre de la masse graisseuse, évidemment, mais c'est quoi les principaux fondements que tu recommandes? En fait, je dirais que c'est un petit peu les mêmes que pour juste avoir une bonne vitalité, une bonne santé, c'est-à-dire manger le moins transformé possible. Ça va éviter toute une catégorie d'aliments qui sont vraiment néfastes pour la testostérone, la santé d'une manière générale. Éviter l'alcool qui est néfaste aussi. Ça va être aussi manger suffisamment de briques de base essentielles à la production de testostérone. Donc, il y a le cholestérol. On sait que le cholestérol il est produit à 80% par le foie. Mais on a quand même une petite marge de 20% sur laquelle on peut jouer, qu'on peut apporter par l'alimentation. Donc il ne faut pas absolument fuir le gras, le cholestérol. En apporter en quantité suffisante sans aller dans les extrêmes, c'est bénéfique. Il y a même des études qui montrent que des diètes qui sont trop restrictives au niveau des calories, au niveau des lipides, ça va impacter négativement la testostérone. Donc voilà,
du coup, éviter aussi toutes les diètes qui sont trop restrictives, qui sont dogmatiques, qui vont éliminer toute une partie des aliments. Et ça, c'est très courant aujourd'hui, tu vois, on entend beaucoup de modes alimentaires. Et ça peut avoir un intérêt à court terme pour certaines pathologies, mais sur le long terme, en fait, ça va pas forcément être bénéfique. Voilà. Après, manger varié, manger assez de protéines, voilà, manger des bonnes sources de zinc comme les huîtres, la viande rouge, les abats aussi. Les abats, c'est d'excellentes sources de minéraux qui vont soutenir la production de testostérone. Voilà, il y a plein d'aliments comme ça très riches. Voilà, s'orienter vers des aliments qui sont très denses en nutriments. Ça, c'est important. Qui vont soutenir ton système et qui vont t'aider à produire. Ouais. Entraînement et sport. Moi, de ma connaissance, le cardio à très haute intensité va souvent affecter ton inflammation et ta testostérone, du coup. Donc on doit faire quoi? Alors, l'idéal, en fait, c'est de faire une activité qui va soutenir le développement et le maintien de la masse musculaire. Donc, l'activité physique la plus adaptée pour ça, c'est la musculation. La musculation, elle est faite pour ça. T'es pas obligé de faire de la musculation dans une salle de sport avec des poids, des haltères, etc. Ça peut être très bien de la musculation poids du corps, chez toi, dans un parc avec un minimum de matériel. L'idée, c'est vraiment de mettre en jeu tes muscles, de les solliciter suffisamment avec intensité et d'appliquer ce qu'on appelle la surcharge progressive, c'est-à-dire que de séance en séance, tu essaies de t'améliorer. C'est ça qui va créer la croissance musculaire. Après, tu as aussi le sprint qui est intéressant. Le sprint, en fait, il va déclencher aussi une sécrétion de testostérone après l'effort qui est quand même assez conséquente. Et puis surtout, ça va t'aider à maintenir une bonne santé métabolique. Et enfin, tu as tout ce qui est HIIT, qui rejoint un petit peu le sprint. C'est des sports à haute intensité, mais assez courts. Il ne faut pas trop en faire parce que ça peut aussi t'impacter au niveau nerveux et donc hormonal, si tu n'arrives pas à récupérer. Et le cardio, comme tu l'as dit, c'est bénéfique. Bien sûr, il faut en faire pour avoir une bonne santé cardiovasculaire et même métabolique. Ça aide aussi à perdre du gras, donc c'est bien. Mais c'est l'excès qui n'est pas bon. Si tu en fais à outrance, si tu dépasses aussi une zone d'effort, tu vois, l'idéal, c'est de rester dans la zone 2, où tu peux continuer à parler, par exemple, en courant ou en marchant. Là, c'est vraiment l'idéal. Si tu en fais trop et trop souvent, là, ça peut en fait générer une sorte de stress chronique qui va impacter négativement ta testo parce que tu as une relation inverse entre le cortisol chronique et la production de testostérone. Ah oui, il y a un truc que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est qu'en musculation, on dit souvent, oui, la musculation, ça déclenche des pics de testo. C'est vrai, mais c'est transitoire. Nous, ce qu'on veut, c'est augmenter nos niveaux durablement, la ligne de base. En fait, l'effet, il est indirect, c'est-à-dire que c'est en augmentant ta masse musculaire au cours du temps, donc ça prend des semaines, des mois, même des années, que tu vas améliorer ta sensibilité à l'insuline, donc ta santé métabolique, tu vas perdre du gras. Et comme on l'a vu tout à l'heure, perdre du gras et avoir du muscle, ça aide à avoir une meilleure testostérone. Complètement. Complémentation, supplémentation. On parle beaucoup de toutes les plantes adaptogènes en ce moment, les minéraux. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Ça peut avoir un intérêt. Alors, il y a différentes catégories. Je dirais il y a les compléments alimentaires qui sont là pour corriger des carences, qui peuvent être intéressants quand on a des carences. Donc, d'où l'intérêt de se faire tester pour voir si on est carencé en zinc, en vitamine D, par exemple. Là, ça peut être intéressant de combler son manque avec de la vitamine D et du zinc en complément. Après, tu vas avoir toute la catégorie de plantes, ce qu'on appelle tous les boosters de testostérone. Donc, c'est souvent des plantes adaptogènes. Tu as le tribulus, tu as l'ashwagandha, tu as le tonkatali, etc. Ces plantes-là, ces adaptogènes-là, il y en a beaucoup en fait qui ont très peu de preuves scientifiques solides. En tout cas, pour l'instant, peut-être ça va venir dans l'avenir, mais pour l'instant, on en a très peu. Celle qui est pas mal, je dirais, c'est l'ashwagandha. Parce qu'elle agit pas directement. Elle va t'aider à mieux gérer ton stress. C'est ça, en fait, le terme adaptogène. Ça veut dire que tu gères mieux ton stress physique ou mental. Donc, du coup, tu régules mieux. Voilà. Du coup, tu ramènes à la normale tes niveaux de testostérone. Donc, c'est pas un booster. C'est plutôt des plantes qui vont maintenir un terrain favorable à la production de testo. Et ensuite, tu as le shilajit qui est intéressant aussi. Donc, le shilajit, c'est un petit peu différent. Mais c'est considéré aussi comme un adaptogène. Mais il va agir un petit peu différemment. Et c'est un des rares compléments qui a une preuve scientifique assez solide. En fait, tu as une étude qui a été menée sur plus de 96 hommes. Donc, c'est une étude randomisée en double aveugle contrôlée par placebo. Donc, c'est quand même une méthodologie assez solide. Et on a vu qu'une complémentation... 96 hommes, ça peut paraître assez peu quand même. Ça peut paraître assez peu, mais... Je sais que dans les études, c'est... En fait, c'est difficile d'avoir beaucoup de participants dans chaque étude. Et 96 hommes, c'est déjà pas mal. Surtout dans ce domaine-là, je trouve. Très peu d'études sur les compléments avec beaucoup de participants. Et donc, à une complémentation de 500 mg par jour
pendant 90 jours, on a vu une augmentation de 20% de la testostérone globale et de 19% de la testo libre. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et le shilajit, c'est quoi? Ouais, bonne question. C'est vrai que j'ai pas dit, mais le shilajit, en fait, c'est une résine qui est issue de la décomposition lente de plantes, de micro-organismes qui ont été piégés dans des roches à très haute altitude, donc au-delà de 3000 mètres. Donc on les retrouve par exemple dans les montagnes de l'Himalaya et de l'Altaï. Oui. Et au fur et à mesure du temps et sous la pression en fait, des roches, cette matière organique va fermenter et ça va créer cette résine-là sur des centaines, voire des milliers d'années. Et puis, il y a un moment de l'année où elle suinte des roches parce que, en fait, avec la chaleur de l'été, ça fait monter comme la sève dans un arbre. Ça sort par des fissures. Et là, on la récolte. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une résine qui est composée d'organismes qui vivent dans des endroits qui sont vraiment dans des conditions extrêmes, qui ont résisté au froid, à la haute altitude. Donc, qui ont des capacités de résistance assez élevées. Et du coup, cette résine, elle est très dense en nutriments, notamment en minéraux. On a plus de 80 minéraux biodisponibles dans le shilajit. C'est-à-dire que le corps va facilement utiliser, assimiler. Et on a d'autres composés intéressants. On a l'acide fulvique. On a aussi des antioxydants, dibenzo-alpha-pérone. Bon, c'est un mot un peu barbare, mais c'est juste des antioxydants puissants et qui vont soutenir la production de testostérone. Alors, les mécanismes exacts, on ne les connaît pas encore. C'est plus des hypothèses pour l'instant. En gros, l'hypothèse principale, c'est que d'une part, tu as une densité minérale très importante qui va aider au fonctionnement des cellules et des mitochondries. Donc les mitochondries, c'est ces petites centrales énergétiques qui produisent l'énergie dans les cellules. Et c'est aussi ces mêmes centrales qui vont participer à la première étape de la transformation du cholestérol en testostérone. En fait. C'est un cholestérol progestérone, mais le produit final, c'est la testostérone. Donc en apportant des minéraux qui soutiennent ce fonctionnement-là, tu vas indirectement améliorer la production de testostérone. La deuxième hypothèse, c'est vraiment l'effet antioxydant. Parce que les mitochondries et les cellules sont très sensibles au stress oxydatif. Et les antioxydants, ils apportent quoi? C'est un petit peu comme des boucliers qui vont protéger les cellules et ces centrales énergétiques du stress oxydatif. Donc ça va améliorer le rendement énergétique et du coup diminuer aussi l'inflammation. Et du coup, voilà. En fait, le shilajit, il ne va pas forcer le corps à produire de la testo. Il va vraiment recréer un terrain favorable pour relancer ou ramener à la normale les niveaux de testo. Hyper intéressant. Et du coup, les solutions pas naturelles, ce qu'on appelle le TRT, du coup, c'est pour qui, quand parce que je sais qu'il y a pas mal de... Enfin, je connais personne autour de moi qui en prend, mais j'ai entendu pas mal de choses à ce sujet. Je crois que les Américains sont assez fans. Ils supplémentent beaucoup. En gros, la TRT, c'est de la testostérone. C'est ça, c'est ça. T'amènes de la testostérone extérieure pour faire augmenter tes taux. Exactement, c'est ça. En fait, TRT, ça veut dire Testosterone Replacement Therapy. Donc, en fait, tu peux la prendre de différentes manières. On peut t'injecter, ça peut être sous forme de cachet, etc. Mais en gros, tu amènes de la testostérone de l'extérieur. Du coup, le danger, c'est que, les effets secondaires, c'est que comme tu l'amènes de l'extérieur, ton corps, il se dit, OK, moi, tu m'amènes de la testo, j'ai plus besoin d'en produire. Donc, il va stopper sa production naturelle. Donc, ça peut impacter notamment ta fertilité. C'est peut-être irréversible. Il y a aussi une atrophie des testicules parce que comme elles n'ont plus besoin de produire, elles vont se réduire en fait. Donc ça peut créer aussi des sortes de complexes, des sentiments de manque de confiance en soi liés à ça. Et d'autres problèmes. Après, la TRT, normalement, tu restes dans des niveaux, on va dire, physiologiques normaux. L'idée, c'est pas vraiment de te doper comme un bodybuilder. Donc normalement, tu devrais pas avoir les effets secondaires liés à un excès de testostérone. Mais ça peut arriver. Mais bon, l'inconvénient majeur, moi je dirais, c'est que tu deviens dépendant de quelque chose que tu dois prendre à vie, parce que tu as le risque de ne plus pouvoir produire de testostérone naturellement et tu peux devenir infertile. Donc, chez les jeunes de 20 ans qui veulent être papa, qui veulent avoir une famille, il vaut mieux oublier ça. Il vaut mieux d'abord se focaliser sur le naturel. Bien sûr, la TRT peut avoir sa place dans certains cas. Pathologique, si par exemple tu as un cancer des testicules, on t'enlève les 2 testicules, tu peux plus produire de la testostérone. Donc là, dans ce cas-là, c'est quand même important de remonter les niveaux d'une manière pharmacologique. Pour garder en ton corps dans un état de fonctionnement normal et optimal. En France, d'ailleurs, c'est autorisé. Il faut des prescriptions médicales. Il faut des prescriptions médicales. Tu peux pas l'avoir comme ça. Tu peux pas commander ça sur Internet. Bien sûr, il y a un marché noir qui se développe et il y a de plus en plus de jeunes qui tombent là-dedans, malheureusement, avec le risque que ce soit pas un produit de qualité, contaminé, bref, il y a plein de risques à ça, donc faut éviter. Mais en France, c'est autorisé.
Ça se fait sur prescription médicale. Donc, il faut vraiment d'abord faire évaluer ses niveaux de testostérone, que ce soit confirmé par un médecin qu'il y ait de l'hypogonadisme, donc c'est-à-dire une difficulté à produire de la testostérone naturellement. Mais l'idée aussi, c'est déjà d'avoir essayé des méthodes naturelles avant pour voir si on peut. Voilà. Ce serait la première étape, selon moi, quoi. Ok, on arrive au bout de ce podcast. Si tu devais résumer l'épisode en 3 messages essentiels, ce serait quoi? En 3 messages essentiels, ce serait déjà écouter son corps pour voir déjà détecter les premiers symptômes qui pourraient être liés à un manque de testostérone, comme on les a cités juste avant. Ne pas hésiter en fait à faire tester ses niveaux, à faire un bilan complet, même avant l'apparition de symptômes, parce que c'est bien de connaître déjà son niveau de base quand on est en bonne santé, et puis voir après si jamais on a des symptômes qui arrivent, comment ça se dégrade au cours du temps, et se focaliser en fait sur les fondamentaux. Pour moi, c'est ça le principal, c'est d'abord agir sur le mode de vie, l'environnement, essayer si ça fonctionne ou pas, et si ça fonctionne pas, essayer de trouver la cause avec un bilan plus complet. Se faire accompagner aussi, ça peut être intéressant si on n'a pas le temps, la passion aussi de s'intéresser à tout ça, parce que ça demande beaucoup de temps aussi de connaître l'alimentation, l'entraînement, etc. Donc, voilà. Si un homme nous écoute et qui se reconnaît dans plusieurs symptômes qu'on a décrits, c'est quoi la première étape pour lui? La première étape pour lui, je dirais, c'est... alors, ça dépend un petit peu des cas, mais ce serait de voir déjà si c'est des symptômes chroniques, si ça perdure depuis longtemps, s'il a déjà essayé de mettre en place des choses, et si c'est pas le cas, se faire tester, faire appel à un professionnel de santé pour voir où ça en est et puis pouvoir l'accompagner. Et puis après, si c'est vraiment pathologique, faire appel à un médecin, quoi. Où est-ce qu'on peut les gens peuvent te trouver sur Internet, en ligne? Plusieurs endroits. Sur Instagram, alors j'ai le pseudo Le Druide Moderne. C'est le même pseudo sur quasiment toutes les plateformes. Donc, je suis à peu près sur toutes les plateformes, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Et puis après, sur mon site internet, vous tapez lecodeprimal.com. Et ça, vous allez avoir plus d'informations sur ma méthode de coaching et savoir si c'est fait pour vous, quoi. Ok, merci beaucoup, Bastien. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à tous, merci de votre écoute. Si vous voulez creuser et aller chercher dans vos biomarqueurs pour comprendre un petit peu plus justement tous ces cofacteurs, les éléments qu'on a pu aborder, rappelez-vous que vous avez un code pour tous les auditeurs du podcast 5OFF. Je remettrai ça en description. À bientôt et merci de votre écoute.